Bonjour et bienvenue au webinaire de la présentation de CatDV19 RSAT. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Avec Mathieu et l'équipe produit présente également, nous allons présenter notre sélection de nouveautés et répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser la boîte Q&A qui figure sur votre écran Zoom pour poser vos questions. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est divisé en plusieurs parties. On commencera par de grosses nouveautés pour les devs. On parlera ensuite d'une feature très intéressante de déploiement. 4D pour mobile apporte une nouvelle fonctionnalité très puissante. 4D View Pro et de nouvelles commandes. Et on terminera par un focus sur 4D Write Pro pour lequel nous avons apporté de très belles nouvelles features encore une fois. Vous allez voir que nous avons inséré un lien vers un blog pour chaque point fort et ce lien permet de voir quel blog traite de ce sujet sur blog.4d.com. Donc, allons-y, les nouveautés pour les devs et je donne la parole à Mathieu. Merci Intissar, c'est toujours un plaisir. Alors, on va commencer, comme vient de le dire Intissar, par les nouveautés pour les développeurs. Et avant de commencer avec cette nouveauté, je voudrais profiter de ce moment pour vous rappeler que 4D permet aux applications fonctionnant encore en mode binaire de profiter des classes en utilisant un composant en mode projet. Vous pouvez ainsi créer vos propres classes et les utiliser depuis votre application qui, elle, est en mode binaire. Je ferme juste cette parenthèse parce qu'on en a déjà parlé lors du webinaire précédent. Et maintenant, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui va, j'en suis sûr, intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, depuis 4DV19R5, on vient de le dire, les composants peuvent publier leurs classes. Cette fonctionnalité supportait déjà à l'époque, entre autres, la complétion de code et les tips pour faciliter la vie du développeur. Avec 4DV19R7, pour rendre votre expérience de développement encore plus facile, vous pouvez maintenant visualiser la liste de toutes les classes de vos composants dans l'explorateur de méthode, on le voit là à l'écran, ainsi que leur documentation. Et ceci, ça vous permet de décider en un bref coup d'œil quelle fonction vous allez vouloir utiliser dans votre code. Je vous laisserai, comme le disait Intissar plus tôt, consulter le blog qui détaille tout ça très bien. Et on pense que cette fonctionnalité vous plaira beaucoup. On va passer à la suite. Et la suite, ce sont les file handles. Alors, file handle, c'est un terme plutôt anglais, vous l'avez vu. En français, on appellerait ça peut-être des manipulateurs de fichiers. Cette fonctionnalité, on l'a développée suite à une demande sur le forum, en fait, à plusieurs demandes sur le forum qu'on vous met à l'écran, là. Et donc, ça me permet de faire un rappel sur le fait que nous lisons vos feature requests sur le forum. On est très attentif aux votes qui sont faits. Et même si on ne peut pas tout faire, en tout cas, on s'efforce d'y répondre au mieux. Sur ce sujet, depuis pas mal de temps, lorsqu'il s'agit d'écrire ou de lire du texte dans un fichier, les fonctions setText et getText sont à votre disposition pour en lire ou en écrire l'ensemble du contenu. 4DV19R7, maintenant, vous propose d'utiliser des file handles pour tous les cas où vous voudriez lire ou ajouter une ou plusieurs lignes à un document existant cette fois-ci. Les file handles, ce sont des objets créés sur la base des objets file. Ils disposent de fonctions permettant d'accéder à n'importe quelle partie des documents et à partir de là, de lire ou d'écrire du contenu de façon séquentielle. À l'écran, vous voyez un exemple d'utilisation très simple, illustrant l'ajout de texte dans un fichier de log grâce à une classe. Alors, voilà pour les file handles. Vous aurez peut-être des questions à ce sujet-là, donc je vous invite à utiliser le petit bouton de Zoom vous permettant de nous poser vos questions. Et bien sûr, un blog qui vous détaillera tout ça bien davantage que ce que je viens de faire là. Voilà pour les file handles.
Et on va maintenant passer à une évolution qui sera bienvenue, je pense, sur les listbox. Alors, tout est dans le titre. Hein. Dites adieu à la touche Alt. À partir de 4D V19R7, eh bien, il ne sera plus nécessaire de maintenir la touche Alt pour sélectionner et déplacer plusieurs éléments simultanément dans une listbox. Vos applications 4D, elles vont donc bénéficier dès à présent d'un comportement beaucoup plus proche des standards adoptés par Windows ou macOS, notamment dans les explorateurs de fichiers, par exemple. Et vos utilisateurs, ils vous seront reconnaissants parce qu'ils seront beaucoup moins perdus. Ça va assez vite en l'expliquant comme ça sur une slide. Le post de blog que vous avez ici en lien, il est vraiment très détaillé et vous explique les tenants et les aboutissants de cette fonctionnalité. Alors, je vous parle maintenant de notre toute récente extension appelée 4D Analyzer pour VS Code. Au passage, on reçoit des retours très positifs sur cette extension. Alors, on continue d'explorer ce sujet-là et de voir, comment la communauté réagit. Cette extension, pour rappel, elle vous permet d'ouvrir un projet 4D dans Visual Studio Code et donc de bénéficier de nombreuses fonctionnalités telles qu'une coloration syntaxique du langage 4D, mais aussi des fonctionnalités de VS Code, tout simplement. Pour ceux d'entre vous qui gèrent des projets 4D, par exemple avec une bonne partie en HTML ou des assets en JSON, cette extension, elle peut vous faciliter grandement la vie parce que dans VS Code, vous allez pouvoir vraiment retrouver et manipuler l'intégralité des assets, des fichiers de votre projet. 4D V19R7 ajoute deux nouvelles fonctionnalités à cette extension. La première, on le voit sur la droite, c'est un GoToDefinition. Donc, ce qui vous permet, là, dans l'exemple, sur cette member function, de tout de suite aller à la définition de cette fonction. Et puis, sur la gauche, on voit que vous avez une aide vous montrant la signature d'une fonction. Où là, on va voir que la fonction generate, elle attend deux paramètres, un de type texte et un de type booléen. Elle va retourner un objet. Donc tout ça, c'est bien sûr servi par 4D lui-même, qui est connecté à votre VS Code via cette extension. On va continuer d'enrichir cette extension VS Code à l'avenir et vous verrez que dans les prochaines versions de 4D qu'on vous présentera, il y aura encore pas mal d'autres choses sur ce sujet. Alors, on fait un petit clin d'œil un peu humoristique pour vous présenter une fonctionnalité qui est très simple, mais qui est intéressante. Bon, au fil des ans, le design a beaucoup évolué sur Mac et sur Windows. On voit là un écran, des écrans macOS à quelques décennies d'écart. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'années, le noir et blanc et les angles droits, c'était très tendance. Mais maintenant, on est plutôt sur des angles arrondis dans les applications, qu'elles soient d'ailleurs mobiles, web ou desktop. C'est un point important du design des applications modernes. Et donc, ce qu'on vous apporte dans 4D V19R7, c'est une petite modification de l'interface utilisateur, mais qui aura, on pense, un impact important pour vous si vous vous en servez à bon escient. Je parle de la possibilité d'arrondir les angles des textes statiques et des zones de saisie grâce à un nouvel attribut, Corner Radius, que vous voyez à l'écran, dont la valeur peut être spécifiée via l'interface utilisateur dans la liste des propriétés, ou bien dans les CSS de formulaire, ou encore dans le code. Voilà, donc vous avez ici encore une fois l'adresse d'un post de blog qui vous détaillera tout ça. On passe à la suite en s'attardant un peu sur l'éditeur de structure. Et parfois, mais ce sont des petites choses qui nous facilitent la vie. L'éditeur de structure, il arrive avec quelques changements. Déjà, une barre d'outils qui a été modernisée pour répondre aux standards du reste des fenêtres 4D que nous modernisons petit à petit. Mais
mais cet éditeur de structure, il arrive avec une nouveauté plus importante. Vous le savez déjà, hein, lorsque vous survolez des tables, des champs ou des relations, des informations utiles s'affichent dans la barre d'état. La nouveauté avec 4DV19R7, et c'est quelque chose qui nous avait été demandé dans le forum également, c'est l'affichage cette fois du nom des relations directement dans la barre d'état, et donc vous n'avez plus besoin d'ouvrir la fenêtre des propriétés pour connaître le nom d'une relation. Voilà. Vous le voyez ici à l'écran, donc la barre d'état a été complètement revue, et vous pouvez voir donc le nom des relations et N1 ou 1N. Alors, j'en ai terminé pour les nouveautés à destination des développeurs. Donc, je vois une petite question dans la discussion. Peut-on compiler sur Visual? Pas encore. Alors, je vais passer à la suite. Et donc, maintenant, on va parler du déploiement. Alors, on a là également issu d'une demande du forum qui a été beaucoup votée, une évolution importante concernant le déploiement. On va parler de partage de ressources locales entre utilisateurs et plus particulièrement en environnement de déploiement Remote Desktop Services de Microsoft. Si vous faites partie de ceux qui ont demandé de pouvoir disposer des ressources locales dans un dossier partagé au lieu qu'elles soient téléchargées dans le dossier de chaque compte utilisateur, alors 4DV19R7 va beaucoup vous intéresser. Alors, en effet, nous avons optimisé l'architecture en développant une nouvelle option dans le processus de build d'application afin de permettre la mutualisation des ressources locales. À l'écran, vous visualisez l'architecture standard qui fonctionne avec un téléchargement des ressources locales pour chaque utilisateur. Vous le voyez là. Chaque utilisateur va se retrouver avec une copie des ressources locales. Dans un environnement Remote Desktop Services, l'effet, c'est que comme tous ces dossiers-là sont sur la même machine et finalement sur le même disque dur, ça donne un peu la sensation d'occuper beaucoup d'espace qui pourrait être économisé. Donc, en activant cette nouvelle option de build, vous allez pouvoir éviter cette duplication et éviter ce téléchargement sur chacun des dossiers utilisateurs. Et donc, chaque utilisateur, à travers sa session, va consommer un dossier de ressources locales partagées. Le résultat de cette optimisation, c'est clairement un gain de temps, car les ressources locales, elles ne sont plus téléchargées depuis le serveur par chaque utilisateur, donc vous avez un gain de temps évident. Et vous avez évidemment un gain d'espace disque, puisque les ressources locales, elles ne sont plus dupliquées pour chaque utilisateur dans ce genre d'environnement. Alors, je vous laisserai regarder le post de blog qui vous détaille à la fois quelle est la clé du buildup.xml à utiliser pour activer ce comportement. Et il faut quand même garder en tête que travailler dans ce mode-là arrive avec quelques contraintes d'administration, en fait. Mais tout est détaillé dans le post de blog, et donc si vous souhaitez vous servir de cette option, allez-y. Alors, c'est terminé pour le déploiement, et on va donc aller faire un petit tour sur les questions et réponses. Donc, pourquoi s'agit-il d'une option de build et pas de runtime? Je pense que si vous allez regarder le post de blog, vous comprendrez mieux. On ne pouvait guère faire ce genre de choses directement en runtime. C'est vraiment une option de build. Et on va passer à la partie mobile. Je vais laisser la main à Intisar. Merci Mathieu. Donc voilà, la première feature. Donc vous pouvez déjà composer des vues basées sur des templates, et des dizaines de templates sont à votre disposition pour embellir vos applications mobiles. La V19R7 vous permet d'afficher une page web servie par 4D grâce à une nouvelle action prédéfinie qui est OpenURL. Donc, cette flexibilité du front-end ne se limite pas à la conception en fait, de l'application.
mais il ouvre la voie à des mises à jour de données en temps réel sur votre mobile. Par exemple, pensez aux changements de température, aux employés, à leur géolocalisation ou bien même à leur statut en ligne. Donc, juste pour un résumé, là, vous êtes désormais totalement libre de créer vos propres designs. L'expérience utilisateur reste transparente, intégrée à votre application native. Vous pouvez obtenir des données actualisées en temps réel, conserver les données des utilisateurs et offrir une expérience utilisateur optimisée grâce aux sessions. Donc, nous venons de publier un article complet qui illustre cette fonctionnalité avec une application complète à télécharger. Il est dispo sur le blog 4D et vous pouvez le consulter pour plus de détails. En fait, c'est le dernier post publié. Oui, il est tout frais celui-là. Ouais. On a terminé pour la partie mobile. Oui, donc 4D View Pro. Alors, donc voilà, la RSAT apporte plusieurs nouvelles commandes vous permettant de gérer plus efficacement les colonnes et les lignes de vos tableaux. Vous pouvez en fait ajouter ou bien supprimer des colonnes, des lignes en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Et donc, la combinaison de cette nouvelle fonctionnalité avec les data context vous permet de concevoir des templates plus avancés pour alimenter automatiquement le contenu métier avec des informations correctes pour chaque situation, qu'il s'agisse de rapports, de factures, de contrats ou bien de tout autre type de documents. Donc, voilà, c'est tout, je pense, pour 4D View Pro. Ouais. C'est tout pour 4D View Pro. On va passer à 4D Write Pro. Alors, du coup, je vais reprendre la parole. Merci, Ntissa. Concernant 4D Write Pro, hein, ça fait déjà plusieurs releases que le produit reçoit énormément de nouvelles fonctions. On s'est beaucoup concentré sur 4D Write Pro sur 2021, pardon, 2022. Et on s'est beaucoup concentré en fait pour faire de 4D Write Pro un producteur, un générateur de documents à partir des données de votre base 4D. Donc 4D V19R7 ne fait pas exception à la règle. On remet encore des fonctionnalités sur 4D Write Pro pour continuer à vous aider à générer des documents. Donc, la première fonctionnalité ici, c'est ce qu'on va appeler la possibilité de rajouter une ligne de carry-over. Je suis désolé encore pour l'anglicisme, à vos documents. Alors, on a un bon exemple à l'écran. Hein. Imaginez que vous ayez un grand tableau qui va lister ici des ventes, par exemple. Et ce tableau peut s'étendre sur plusieurs pages. On a vu lors des 2 webinaires précédents, on ne va pas refaire tout le discours. On a vu comment vous pouviez générer ce genre de document très facilement et donc populer des grands tableaux à partir de vos data classes. Souvent, dans ce genre de document, à la fin d'une page, vous aimeriez pouvoir calculer facilement un sous-total, par exemple. Et ce sous-total, le reporter à la page suivante et l'inclure dans les calculs de cette page. C'est souvent nécessaire, ce genre de choses. C'est même souvent réglementaire lors de l'édition de longues factures, par exemple. Alors, 4DV19R7 vous permet d'insérer une ligne de sous-total au bas de chaque partie des tableaux. Et ces lignes elles peuvent être remplies automatiquement. Cette nouvelle propriété permet vraiment de se débarrasser d'un code complexe que vous avez peut-être eu à développer et aussi d'enrichir les tableaux lors des sauts de page automatiques que vous ne pouvez pas forcément prévoir. En fait. Là, tout est automatisé et votre ligne, votre sous-total via les carry-over sera géré automatiquement par 4D Write Pro. Voilà, et vous voyez à l'écran donc un exemple de listing avec des sous-totaux intermédiaires, donc gérés par ce qu'on appelle les bottom carryovers. Et puis à la fin, évidemment, cette ligne de sous-total n'apparaît pas et on va avoir le grand total de ce listing.
le blog post sur cette feature est vraiment, vraiment très bien fait et vous pourrez très vite comprendre comment on met ça en œuvre et c'est vraiment très facile de le mettre en œuvre. On va passer à la suite. Avec maintenant la possibilité de détecter des modifications dans un document CAD-Write Pro. Lorsqu'un document CAD-Write Pro est en mode édition, il est souvent utile de savoir s'il a été effectivement modifié par l'utilisateur final ou pas, parce que cette information, elle vous permet d'ajuster les actions ou l'interface utilisateur pour avoir une expérience plus conviviale. Donc, vous avez une nouvelle propriété du document, une propriété modified, en fait, qu'on voit là à l'écran, wp-area.modified. Elle vous permet en fait de détecter rapidement les modifications apportées à un document et d'effectuer des actions en conséquence, soit de manière transparente, par exemple en effectuant des sauvegardes automatiques lorsqu'un document reste ouvert, ou alors en modifiant l'interface en fonction de l'état de modification du document. L'exemple que vous avez à l'écran, très rapidement, c'est un petit bout de code qui vous permet de ne demander à l'utilisateur de sauvegarder son document, parce qu'il va le fermer, que si ce document a effectivement été modifié. C'est le genre de choses qui est toujours agréable à pouvoir proposer en fait, à un utilisateur. Donc voilà, comme d'habitude, un blog post qui vous illustrera tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle propriété Modified. Et on va terminer aujourd'hui par l'affichage optimisé des formules. Alors, on vous a présenté lors des 2 webinaires précédents comment utiliser les data context dans le cadre des Write Pro, et je le disais tout à l'heure, comment générer des documents, des tableaux, pardon, très facilement. Et tout ça se fait à l'aide de formules. Tout le monde aime les formules. Elles font vraiment partie intégrante des documents de cadre des Write Pro. Elles permettent en fait l'intégration d'un grand nombre d'informations provenant de la base de données et rendent la création de documents plus intuitive et automatique. Mais certaines formules, on le voit à l'écran, elles peuvent être longues et elles peuvent, quand elles sont longues, impacter fortement la mise en page d'un document quand vous êtes en train de le concevoir. On le voit là à l'écran, notamment dans la colonne salaire. Les formules ont tendance à rendre les cases très hautes pour respecter leur largeur. Et ça vient quand même dégrader votre expérience de design de documents. C'est pourquoi, avec CADDV 19R7, maintenant, vous pouvez afficher des formules sous forme d'un symbole, en fait, d'un symbole de formule, un petit F entouré d'un rond. Et donc ça va vous indiquer la présence d'une formule afin de rendre le rendu du document plus précis. Donc, vous le voyez en fait à droite. Là, les formules, elles sont en fait derrière cette petite icône F. Et donc, le rendu de votre tableau en mode édition, il est quand même plus agréable à au moins regarder, en tout cas plus représentatif du rendu définitif. Voilà pour cette fonctionnalité sur laquelle on prépare encore des améliorations pour les releases à venir. On n'a pas encore terminé sur ce point-là. Eh bien, c'est terminé pour CAD-Write Pro. Carryover sous Toto, est-ce différent de la fonctionnalité somme sur les pieds de page? Je vais demander à Roland s'il peut se prononcer là-dessus. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire que sur les formules, et Roland me demande de le préciser, si je reviens sur l'écran précédent, en fait, vous verrez quand vous utilisez ce mode d'affichage, si vous passez votre curseur au-dessus d'une icône de formule, vous pourrez voir évidemment la formule qui va s'afficher dans un tips. Vous n'êtes pas complètement à l'aveugle sur ce mode. C'est un peu différent parce que les carry-over, c'est vraiment un total de tout ce qui a déjà été rendu, quelle que soit la page. C'est-à-dire, si vous avez 10 pages, sur la page 2, sur la première page, vous aurez la somme de la page 1. Sur la page 2, la somme de la page 1 et 2. Sur la page 3, la somme de la page 1, 2 et 3, etc. Donc, et les carry-over rows aussi, quelque chose que n'a pas précisé Mathieu, c'est qu'ils n'apparaissent que si c'est nécessaire. C'est-à-dire, si vous avez une page un document qui tient en une seule page, la ligne définie comme carryover row ne sera pas rendue du tout. Donc c'est quand même un petit peu différent. Voilà. Oui, c'est différent. Ouais. Pas la même fonctionnalité. Merci Roland. Il n'y avait pas besoin de l'écrire en fait.
C'est très clair quand tu le dis. Merci. En affichage formule, peut-on entrer dans la formule pour la modifier, peut-être par double clic? Roland, je ne me souviens plus. Alors, je peux répondre oralement encore. Vas-y. Par double clic, c'est pas prévu directement dans l'interface, mais ça tient en une ligne de code en fait. Il suffit de gérer le double clic et de regarder ce qu'il y a dans la sélection sous le curseur en fait, et d'appeler le edit formula quoi, simplement. Hein. C'est possible. J'ai un exemple de code que je pourrais fournir éventuellement qui le fait quoi. C'est pareil pour les images. Si on peut appeler le dialogue de réglage des images en double-cliquant sur une image. Bien, très bien. Donc, je vous laisse encore un peu de temps. On va passer aux politesses d'usage. Vous pouvez continuer à poser quelques questions pendant ce temps-là si vous le souhaitez. Comme d'habitude, on vous invite à vous rendre sur le blog 4D. On sait que vous le lisez énormément, on le voit. Donc, on vous remet l'adresse ici, blog.4d.com. J'en profite également pour vous indiquer que le blog a reçu une grosse évolution ces derniers temps. Alors, vous ne la voyez pas forcément visuellement, mais on a énormément travaillé l'aspect multilingue de ce blog. Pour vous indiquer un peu comment on travaille, en général, nous rédigeons nos posts en anglais. Et ce qui se passait, donc vous savez que le blog est disponible en 7 langues au total, dont le français. Mais la source que nous faisons, nous c'est en anglais. Et donc, pour consulter les articles en français, en général, ce que vous aviez jusqu'à il y a peu de temps, c'était une traduction Google à la volée pas de très, très bonne qualité. On a voulu corriger cet aspect-là et donc vous bénéficiez depuis maintenant à peu près depuis le mois de novembre de bien meilleures traductions, de bien meilleures versions françaises de chaque article de blog avec des traducteurs qui passent sur chacun des articles pour vous en livrer une version bien meilleure dans votre langue, donc notamment le français en fait, notamment le français. Ou le tchèque si vous parlez tchèque, ou l'espagnol ou le portugais si vous préférez. Voilà. Ça, c'était une information que je souhaitais vous passer concernant le blog. Eh bien, merci pour les traductions plus claires. Eh bien, merci à vous de nous dire merci. Super, on est content si ça vous plaît. En tout cas, on espère que les versions françaises de nos posts de blog vous seront plus intelligibles maintenant. Et n'hésitez pas à nous remonter si jamais ce n'est pas le cas ou si jamais il y a quelques coquilles. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va bientôt se quitter si vous n'avez pas davantage de questions. Vous recevrez, comme à l'accoutumée, de quoi partager votre avis sur cette séance et également un replay qui sera bientôt disponible et ainsi que les liens vers tous les blog posts qu'on vous a partagés aujourd'hui. Il en manque. Vous verrez qu'on va continuer de publier pas mal de contenu dans les semaines qui viennent. Donc, restez connectés avec nous sur le blog, sur le forum. On est ravis à chaque fois d'échanger avec vous. Et en fait, je vais corriger une erreur. C'est que je ne vous ai pas souhaité mes meilleurs voeux en début de séance, donc j'en profite pour le faire. On est le 24 janvier, j'ai encore le temps de le faire, donc je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs voeux. Et je pense que l'équipe produit se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs voeux de 4D pour cette année 2023. Et on espère qu'elle sera remplie de succès. Et en tout cas, on vous prépare énormément de choses pour cette année 2023, notamment avec une V20 qui arrive bientôt et qui, je pense, vous surprendra. Donc, bonne année à vous, beaucoup de succès, et puis on se voit bientôt.